Un seul avertissement a claqué, et toute l'Afrique a retenu son souffle, comme suspendu. Lorsque Donald Trump a promis d'intervenir vicieusement au Nigeria, les mots ont mêlé foi proclamée, pétrole convoité, contrat implicite et souvenirs de guerre exportés qui brûlent encore. Bien sûr encore. En quoi cela vous concerne-t-il? Et surtout, où se place Ibrahim Traoré dans cette bascule entre protection invoquée et souveraineté revendiquée? Entre promesses et précédents douloureux écrits dans le sable et le sang? Car du delta du Niger aux plaines du Sahel, l'heure n'est plus au slogan, mais au choix, net, urgent et coûteux pour tous. Voici la promesse. Racontez sans emphase ce qui se joue vraiment. Vous gagnerez une boussole simple pour lire les prochains mois. Nous poserons des jalons clairs. Ce qui est dit, ce qui est fait, et ce que cela coûte aux Nigérians, aux voisins du Sahel et aux partenaires lointains. Nous séparerons l'assistance légitime de l'ingérence intéressée, mesurerons les effets visibles et les contreparties invisibles, et replacerons les déclarations tonitruantes dans une chronologie vérifiable. Car la phrase qui saisit l'actualité peut masquer des trajectoires longues, contrats énergétiques, accords sécuritaires, réajustements d'alliances et aspirations panafricaines qui montent. Une erreur d'angle, et l'on confond protection de communautés vulnérables avec sécurisation d'actifs stratégiques. Une erreur de tempo, et l'on déclenche des enchaînements qui se paient en années. Et si le vrai test n'était pas Abuja ou Washington, mais la capacité locale à tenir, semaine après semaine, sans déléguer sa souveraineté. Gardons l'esprit net, le lexique précis et un principe. Suivre les faits, puis seulement les récits. 2 chiffres gouvernent l'ombre du récit. 1. Vicieusement, vos 10 années de méfiance accumulées. 2. Un marché pétrolier à plus de 100 milliards de dollars annuels façonne chaque virgule. Situer sans emphase exige d'abord le cadre. Le Nigeria concentre plus de 200 millions d'habitants, une production d'hydrocarbures qui structure budget et devises, et des lignes de fracture où Boko Haram et d'autres groupes armés exploitent pauvreté, vide d'État et ressentiment. Dans cette scène déjà chargée, l'entrée d'un langage punitif au nom de la protection des chrétiens réactive une mémoire africaine. Libye, Irak, Afghanistan et la mécanique bien connue aide contre contrepartie. Le président Bola Ahmed Tinubu répond avec un ton de coopération ciblée contre le terrorisme. À Washington, Paris, Moscou, Pékin, chacun projette sa grammaire d'intérêt. Sur la diagonale sahélienne, un autre métronome bat. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey revendique rupture avec des dispositifs militaires extérieurs et Ibrahim Traoré devient symbole de souveraineté impatiente. Cette juxtaposition crée une tension lisible. D'un côté, l'argument de la protection, avec drones, renseignements et formation. De l'autre, l'argument de l'autonomie, avec risque d'isolement, coût d'apprentissage et lente consolidation institutionnelle. Les médias internationaux, eux, classent vite. Tensions religieuses, lutte antiterroriste, croisade pour la foi. Mais sur les marchés de Lagos ou dans les communes de de Maiduguri, la question est plus triviale et plus dure. Sécurité quotidienne, prix du carburant, emploi et dignité. Chaque phrase prononcée à l'étranger devient un signal pour négociants, diplomates et entrepreneurs de sécurité, puis retombe en décision budgétaire, en patrouille supplémentaire, en débat communautaire. La ligne de force que nous suivrons est simple. Mesurer ce qui change après le fracas des mots dépenses, contrats, flux d'armes et marge de manœuvre politique, côté Abuja et côté région. À ce prisme, la protection. La protection se démontre ou se dément. La souveraineté se prouve ou s'érode. Et l'on verra si la grammaire de crise se transforme, enfin, en politique publique vérifiable. Pour comprendre la bascule, il faut 2 visages. D'un côté, Bola Ahmed Tinubu, vétéran politique et gardien d'un équilibre fragile, rassurer Washington tout en calmant une opinion nationale méfiante. De l'autre, Ibrahim Traoré,
capitaine burkinabé qui parle non en diplomate, mais en soldat du destin. Sa voix traverse le Sahel comme un rappel de Thomas Sankara, invoquant l'unité et la fierté retrouvée. Ces deux hommes ne se connaissent qu'à guerre. Pourtant, leur trajectoire s'entrecroise dans chaque phrase de l'actualité. Au lendemain des propos de Trump, Abuja reçoit des offres de coopération. Drones, instructeurs, financement antiterroriste. Dans les rues, les conversations se chargent d'ironie. Aide est-il encore synonyme de liberté? Les premiers effets se voient dans les médias, plus divisés que jamais. Certains journaux saluent le réalisme de Tinubu. D'autres dénoncent une diplomatie de genoux fléchis. Sur les réseaux, des images d'Ibrahim Traoré en treillis, poings levés, circulent comme un contre-récit. Celui d'une Afrique qui se défend seule. Dans les campus nigérians, des étudiants citent ces discours. Dans les casernes, des officiers les écoutent en silence. Entre ces deux pôles, pragmatisme institutionnel et radicalité souverainiste, se joue l'équilibre d'un continent qui cherche son souffle. Les premiers impacts sont politiques, mais aussi mentaux. L'idée qu'un jeune chef militaire d'un pays enclavé puisse inspirer la plus grande démocratie d'Afrique change les coordonnées de la puissance. Ce déplacement symbolique, presque invisible, est peut-être le vrai séisme. Et la question demeure aiguë. Qui, demain, parlera au nom de l'Afrique? Tout commence avec une phrase et se poursuit par des réactions en chaîne. La menace de Donald Trump, formulée depuis un podium américain, traverse l'Atlantique, pénètre les rédactions africaines et atteint Abuja avant la fin de la journée. Tinubu convoque son cabinet de sécurité. Les conseillers débattent. Faut-il répondre, ignorer ou s'aligner? Le soir même, un communiqué prudent sort appel à la coopération, reconnaissance des efforts américains dans la lutte contre Boko Haram, promesse de coordination régionale. Mais, à peine publié, le texte déclenche un tumulte. Dans les radios de Lagos, les débats s'enflamment. Coopération ou capitulation? Les éditorialistes rappellent la Libye et l'Irak. Les pasteurs y voient une hypocrisie morale. Les imams, une manœuvre politique. Le mot « vicieusement » devient viral cité, traduit, détourné, gravé sur des pancartes. C'est le point d'allumage. Les 10 jours suivants, les ambassades occidentales renforcent la sécurité. Des diplomates américains rencontrent le ministère de la Défense nigérian. Paris, inquiet de perdre son influence régionale, dépêche des émissaires. Moscou envoie des signaux discrets, évoquant partenariat sans condition. Pékin reste silencieux, observant la scène. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, prend la parole dans un stade bondé. Aucun peuple n'a besoin d'un sauveur étranger pour se libérer. Le discours est repris partout. Mali, Niger, Ghana, Côte d'Ivoire. Dans les rues de Kano, des jeunes impriment son visage sur des t-shirts. Les réseaux sociaux vibrent d'un slogan neuf. L'Afrique se défend. L'effet domino est enclenché. Tinubu, de plus en plus isolé entre pression extérieure et ferveur intérieure, convoque un sommet régional improvisé. Les chefs d'État y entendent deux visions s'affronter, celle du compromis diplomatique et celle de la rupture panafricaine. Les discussions sont tendues, rien n'est signé, mais tout est dit. Puis vient le contre-coup. À Washington, le département d'État évoque publiquement la nécessité d'une stabilité religieuse. À Paris, les médias parlent du syndrome Traoré. Les marchés pétroliers réagissent. Le Naira chute brièvement. Dans le nord du Nigeria, des milices locales se reforment, jurant de défendre le pays sans attendre l'aide américaine. Sur les chaînes panafricaines, les images de ces patrouilles circulent, accompagnées d'une musique martiale. C'est la séquence classique d'un basculement, déclaration, emballement, polarisation et début de réécriture narrative. Les diplomates étrangers y parlent déjà de tension interne, alors qu'il s'agit d'un débat existentiel sur la souveraineté. Tinubu tente de reprendre la main, multiplie les entretiens télévisés, répète que le Nigeria choisira toujours sa voie. Mais plus il parle,
plus son discours sonne contraint. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré répond sans le nommer. Celui qui choisit sa voie ne demande pas la permission. La phrase parcourt le continent, comme une ligne de feu. Ce n'est plus un simple échange de rhétorique, c'est la collision entre deux temporalités africaines, l'une prudente et institutionnelle, l'autre brûlante et impatiente. Et le monde, observant cette montée de tension, comprend que le continent ne parle plus à voix basse. Mesurer ce qui change derrière le vacarme des discours exige des chiffres rares, mais révélateurs. Le Nigeria a reçu, selon le ministère de la Défense, 86 millions de dollars d'équipements américains en 2024, soit une hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Derrière cette hausse se cache une dépendance croissante aux contrats externes. Chaque dollar d'aide militaire entraîne environ 3 dollars de maintenance assurés par des sociétés américaines. Autrement dit, la souveraineté se loue, puis se rembourse avec intérêt. La dette extérieure du Nigeria a franchi 45 milliards de dollars, tandis que 22% des dépenses de sécurité nationale proviennent de financements conditionnés. Ibrahim Traoré, lui, l'a résumé autrement. Celui qui contrôle ton carburant contrôle ton arme. Cette équation simplifiée illustre le dilemme d'Abuja. Accepter l'aide ou défendre son autonomie au prix d'un ralentissement immédiat. Aussi, selon la Banque africaine de développement, plus de 38% des importations d'armement vers l'Afrique de l'Ouest proviennent encore des pays de l'OTAN, contre 9% de la Russie et 7% de la Chine. Le déséquilibre logistique reste donc colossal. Les discours de rupture ne suffisent pas à inverser les flux. Pourtant, dans le Sahel, la tendance s'inverse lentement. Au Burkina Faso, 61% des nouvelles acquisitions militaires sont désormais issues de partenariats africains ou asiatiques. Une mutation silencieuse, mais réelle. Ces chiffres dessinent une ligne claire. Plus l'aide s'intensifie, plus la marge politique se rétrécit. Tinubu avance sur un fil. Maintenir la coopération pour garantir sécurité et investissement, tout en répondant à une opinion publique lassée des protections sous conditions. À Abuja, chaque contrat militaire signé est scruté comme un symbole. Dans les campus, chaque discours d'Ibrahim Traoré est partagé comme un contre-modèle. Les sondages, eux, confirment la fracture. 58% des Nigérians urbains considèrent encore l'appui américain comme utile, mais 67% des jeunes de moins de 30 ans affirment préférer une politique d'autonomie régionale. Cette génération, née après la guerre froide, ne se reconnaît plus dans les équilibres hérités. La dynamique économique suit. Le prix du baril influence directement la rhétorique. Quand il dépasse 90 dollars, les appels à la coopération se font plus nombreux. Lorsqu'ils retombent, les discours de fierté nationale reprennent le dessus. C'est la preuve chiffrée d'un cycle où l'idéologie et la comptabilité marchent main dans la main. L'analyse quantitative révèle aussi un détail décisif. Chaque hausse d'un point d'aide étrangère entraîne une baisse équivalente d'investissement public local dans la recherche de défense. Autrement dit, dépendre plus, c'est innover moins. Et dans un continent où l'innovation est synonyme de survie, ce coût caché pèse lourd. La statistique ici n'est pas froide, elle raconte une emprise. Elle dit comment les chiffres, prétendument neutres, deviennent instruments d'orientation politique. Ibrahim Traoré, en les inversant, a su faire du nombre une métaphore. Moins de milliards, plus de marge. Dans cette bataille, la vérité tient en une équation. Souveraineté mesurable contre assistance rentable. Et l'Afrique, lentement, commence à recalculer. Imaginons deux arguments parfaitement opposés, chacun cohérent dans sa logique. Les partisans de Tinubu affirment que l'alliance avec Washington n'est pas soumission mais stratégie. Le Nigeria, disent-ils, fait face à Boko Haram, à l'Iwao et à une insécurité régionale qui dépasse ses frontières. Refuser l'aide, ce serait condamner des civils. Pour eux,
Pour ça, la souveraineté ne consiste pas à se fermer, mais à négocier depuis une position réaliste. L'indépendance, ce n'est pas l'isolement, martèle un ministre. Ces voix invoquent le pragmatisme, garder la main, tout en tirant profit de la technologie, des drones et du renseignement partagé. Les partisans d'Ibrahim Traoré rejettent cette équation comme une trahison lente. Chaque base étrangère, disent-ils, devient un précédent. Chaque prêt d'équipement est un clou dans le cercueil de l'autonomie. Leur logique repose sur une lecture historique. Aucune intervention occidentale n'a jamais renforcé durablement les États africains. Au contraire, elle affaiblit les institutions locales et transforme la dépendance en réflexe. Pour eux, la sécurité véritable se construit à l'échelle régionale, entre Africains, sans traducteurs, ni conditions. Entre ces deux pôles, une zone grise s'élargit, celle des observateurs, qui comprennent la validité partielle des deux raisonnements. Ils admettent que la menace terroriste est réelle, mais aussi que la réponse militaire, sous tutelle étrangère, est un piège. Le dilemme n'est pas moral, mais structurel. Comment protéger sans se faire posséder? Dans ce débat d'apparence technique, les chiffres du Sahel pèsent plus que les slogans. Depuis 2020, les pays qui ont réduit leur coopération militaire étrangère ont aussi augmenté leur taux de stabilité interne de 7%. Ce chiffre n'est pas absolu, mais il suggère une tendance. La résistance peut produire du calme. Là réside la leçon d'Ibrahim Traoré. L'indépendance n'est pas une posture, c'est une politique. Et la vraie force d'un État ne se mesure pas au nombre de ses alliés, mais à sa capacité d'affronter seul le premier impact. Une phrase, 8 mots. L'Afrique n'attend plus la permission d'exister. Ce basculement marque le milieu du récit. Jusque-là, l'opposition semblait binaire Trump contre Tinubu, Occident contre Afrique. Mais sous la surface, un troisième acteur se révèle. La jeunesse africaine, numérique, informée, interconnectée, qui reprend à Ibrahim Traoré une idée simple, la dignité n'a pas besoin d'autorisation. Dans les marchés de Lagos comme dans les rues d'Ouagadougou, ce n'est plus la peur qui circule, mais une impatience. Les discours officiels perdent leur éclat. Les mots d'ordre viennent des réseaux, des chansons, des dessins muraux. L'argument religieux s'efface devant un vocabulaire neuf. Contrôle, ressources, autonomie. Le mythe du sauveur étranger se délite. À ce point de bascule, la question n'est plus qui protège, mais qui décide. Tinubu, face à la montée du sentiment souverainiste, sent le sol politique bouger. L'équilibre qu'il croyait stable devient mouvant. Et derrière cette résonance, la silhouette d'Ibrahim Traoré se précise, celle d'un jeune chef militaire devenu, malgré lui, le miroir de tout un continent en quête d'équilibre entre fierté et survie. Les effets de pensée de ce choc se lisent donc désormais dans 4 sphères, nationale, diplomatique, économique et régionale. Au Nigeria même, la tension entre coopération et autonomie a redessiné la carte politique. Dans le sud, les élites économiques défendent la continuité des accords de sécurité, invoquant la stabilité nécessaire aux investissements pétroliers. Dans le nord, les associations religieuses prônent la vigilance, redoutant un retour des logiques coloniales. L'opinion publique, fragmentée, oscille entre gratitude prudente et méfiance viscérale. Pourtant, dans les sondages récents, 62% des répondants affirment que le pays doit d'abord compter sur ses propres forces. Le mot d'ordre d'Ibrahim Traoré, ne jamais louer sa liberté, s'impose dans les conversations ordinaires. Sur le plan diplomatique, Abuja avance en funambule. Les États-Unis multiplient les signaux d'amitié, mais accompagnent chaque offre d'un protocole contraignant. L'Union européenne reste floue, parlant de dialogue interreligieux plus que de souveraineté. À l'inverse, Moscou et Pékin s'installent dans les interstices. Armes, infrastructures, formation. Ce glissement discret marque une mutation stratégique. Le Nigeria, longtemps pilier du système occidental en Afrique de l'Ouest, découvre qu'il peut peser autrement, à condition d'accepter la solitude temporaire. L'économie, elle aussi, se recompose.
Depuis les déclarations de Trump, les flux d'investissements directs étrangers ont ralenti de 11%, mais les transferts régionaux entre Nigeria, Ghana et Côte d'Ivoire ont progressé de 8%. Le commerce intra-africain devient un refuge face à la volatilité géopolitique. C'est un paradoxe. Moins de dépendance globale, plus de circulation locale. Derrière ces chiffres, une mentalité change: produire, échanger, protéger. Enfin, le champ régional s'élargit. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la rhétorique d'Ibrahim Traoré inspire des coalitions civiles. Des ONG panafricaines se créent, réclamant la fin des bases étrangères. Dans les capitales voisines, les ambassades occidentales parlent de « effet Traoré ». Pour la première fois depuis des décennies, l'idée d'une union du Sahel n'est plus une utopie de discours, mais une perspective discutée sérieusement dans les cercles politiques. Ses conséquences ne sont pas spectaculaires, mais cumulatives. Chaque ajustement local devient une fissure dans le système ancien. Chaque refus de subventions étrangères ouvre un espace d'autonomie budgétaire. La mécanique impériale, patiente et habituée à l'obéissance, rencontre une résistance de longue durée. Et au centre, Ibrahim Traoré, sans armée immense ni richesse démesurée, continue de projeter une image, celle d'un continent qui apprend à dire non, sans fracas, mais sans retour. Ainsi, le choc Trump-Tinubu a produit bien plus qu'un épisode diplomatique. Il a réveillé une question enfouie. Que vaut la paix si elle s'achète au prix de la liberté? L'avenir du Nigeria et, par extension du Sahel, se joue désormais sur 3 trajectoires probables. Chacune s'appuie sur les dynamiques observées et sur la place d'Ibrahim Traoré dans l'imaginaire continental. Dans le scénario de base, la prudence calculée. Tinubu maintient la coopération avec Washington, négocie la réduction progressive de certaines missions étrangères et renforce les alliances africaines sans rupture frontale. Le pays obtient un répit économique et une stabilité relative. Les tensions religieuses diminuent, mais la méfiance populaire persiste. Dans ce scénario, la souveraineté avance à petits pas. L'Afrique observe sans applaudir ni condamner. Dans une perspective optimiste, la bascule panafricaine. Le Nigeria rejoint le front sahélien mené par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en signant des accords militaires et économiques internes au continent. Ibrahim Traoré devient le partenaire symbolique d'un nouveau bloc, affirmant une autonomie stratégique africaine. Les flux de capitaux se réorientent vers des corridors régionaux. Malgré les sanctions occidentales et une contraction temporaire du PIB, le gain politique est considérable. Une cohérence retrouvée. Ce scénario suppose du courage et une communication rigoureuse pour éviter la diabolisation. Dans un scénario pessimiste, la spirale de dépendance. Sous la pression conjointe de Washington et du FMI, Abuja accepte de nouvelles tranches d'aide sécuritaire. Les conditions s'alourdissent. Supervision accrue, formation encadrée, partage de renseignements. Les milices locales, frustrées, se radicalisent. Le discours d'Ibrahim Traoré devient un cri de ralliement pour les déçus de l'ordre diplomatique. Les médias internationaux parlent alors de recrudescence populiste. En réalité, c'est le symptôme d'une lassitude. Ces 3 voies ne sont pas exclusives. Le Nigeria peut osciller entre elles, au gré des pressions. Mais une chose demeure constante. Le centre de gravité du continent se déplace lentement vers ses propres capitales. Suggestion de lecture prospective. Si les dirigeants africains transforment leurs réactions en stratégie, ils peuvent rompre le cycle des dépendances successives. L'avenir du Nigeria, et peut-être de l'Afrique, se résume ainsi. Rester l'objet des alliances ou devenir le sujet de son histoire. Un récit n'a de sens que s'il touche ceux qu'il concerne. Au Nigeria comme ailleurs, 3 publics se dessinent désormais. Les citoyens ordinaires, ils subissent la hausse des prix, les coupures d'électricité et la peur diffuse des attentats. Pour eux, le débat sur la souveraineté ne devient réel
que lorsqu'il se traduit en sécurité visible, en écoles ouvertes, en pain abordable. Les mots d'Ibrahim Traoré trouvent ici un écho particulier. Le courage ne nourrit pas un peuple, mais il empêche qu'on l'affame. Cette phrase, répétée sur les radios locales, devient un repère moral dans un climat saturé de promesses floues. La jeunesse connectée, elle lit, commente, partage et réinvente le discours politique africain. Ces hashtags deviennent des manifestes. Entre un post de musique et une vidéo virale, l'idée de souveraineté s'installe comme un réflexe culturel. Pour ces jeunes, Ibrahim Traoré incarne un style, celui de la parole droite, sans script diplomatique. Leurs créations, graffitis, podcasts, courts-métrages, traduisent de ce sentiment. L'indépendance doit se voir, pas seulement se dire. La diaspora, éparpillée de Londres à Montréal, elle agit en caisse de résonance. Elle envoie des fonds, relaie les récits, corrige les caricatures médiatiques. Dans ces débats, la question n'est pas « faut-il rompre ?», mais « comment reconstruire ?» Ces trois voix forment un chœur dissonant, mais uni par une attente. Que le pouvoir cesse de parler pour le peuple et commence à parler avec lui. Tinubu peut l'entendre s'il écoute. Ibrahim Traoré, lui, l'a déjà compris. Car la politique du XXIe siècle africain ne se jouera plus seulement dans les palais, mais dans les conversations partagées où se forge la dignité commune. À ce stade, les mots ne suffisent plus. Il faut des étapes concrètes, mesurables et coordonnées. Le chemin proposé repose sur 5 actions précises, un itinéraire possible pour Tinubu, inspiré en partie par la rigueur pragmatique d'Ibrahim Traoré. Rééquilibrer la sécurité, diminuer la dépendance logistique envers les partenaires extérieurs de 15% en un an, tout en investissant dans la formation interne et la maintenance locale. Objectif : que les bases nigérianes fonctionnent à terme d'autonomie technique d'ici, mutualiser la défense régionale, relancer une coopération militaire interafricaine fondée sur les besoins communs, renseignements partagés, contrôle des frontières, standardisation du matériel. Ibrahim Traoré plaide pour un commandement conjoint du Sahel à Abuja peut en être le pivot. Redéfinir la diplomatie. Énergétique. Créer un fonds souverain alimenté par 5% des revenus pétroliers afin de financer l'innovation locale. Raffinage, stockage, énergie mixte, moins exporté brut, plus transformé. Réinvestir dans l'éducation civique. Intégrer l'histoire africaine contemporaine dans les programmes scolaires et universitaires. Y inclure les figures de résistance modernes comme Sankara et Traoré. L'objectif : cultiver une conscience souveraine avant qu'elle ne doive se défendre. Évaluer la gouvernance. Publier chaque semestre un rapport citoyen sur les partenariats internationaux, détaillant contrats, coûts et résultats. Cette transparence renforcerait la légitimité de Tinubu à l'intérieur, tout en prouvant à l'extérieur que la coopération n'exclut pas la lucidité. Cette feuille de route n'est pas révolutionnaire. Elle est praticable. Elle trace un sentier où la souveraineté devient un processus, non un slogan. L'Afrique, rappelait Ibrahim Traoré, n'a pas besoin d'être applaudie. Elle a sa besoin d'être comprise dans sa marche vers la maturité. Le vent du Sahel porte encore les échos de la phrase d'Ibrahim Traoré, répétée comme un serment. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes pillés. Cette idée née dans la poussière de Ouagadougou s'est transformée en miroir pour toute une génération africaine. Elle rappelle à Tinubu et à tout dirigeant du continent qu'on ne gouverne pas durablement avec la peur, mais avec la foi dans la capacité des peuples à choisir leur propre destin. Dans les rues de Lagos, un graffiti résume l'époque. 2 silhouettes, l'une en costume, l'autre en uniforme, se font face. En dessous, 3 mots peints à la main. L'Afrique se réveille. C'est peut-être cela, la véritable révolution, pas un renversement brutal, mais une lente réappropriation de la dignité.
Chaque génération reçoit une question. Celle-ci a la sienne. Jusqu'où irons-nous pour rester libres? L'histoire, désormais, n'appartient plus aux seuls dirigeants. Elle se joue dans les voix qui s'élèvent, dans les mains qui écrivent, dans les regards qui refusent d'oublier. Le Nigeria, le Burkina Faso et tant d'autres nations africaines avancent au bord d'une même ligne, celle où la dépendance cède la place à la dignité. Ibrahim Traoré, sans discours grandiloquent, a rallumé une flamme ancienne, celle du droit de choisir, même dans la difficulté. Mais une flamme ne survit que si elle circule. Partager ses récits, questionner les alliances, discuter des chiffres, demander des preuves. L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur, elle a besoin de témoins lucides. Alors je vous pose la question, croyez-vous encore que la liberté doit être donnée, ou admettez-vous qu'elle doit être prise, patiemment, collectivement, comme un devoir partagé? Parce qu'au fond, la seule prière valable pour un continent debout, c'est celle qu'on prononce en marchant.